En termes de marché et de prix, je pense qu'il y a quelque chose que tu as oublié de mentionner qui est intéressant. Pour donner un petit exemple amusant, on a demandé à des étudiants combien il faudrait vous payer que vous n'ayez plus accès à TikTok, et c'était quelques dizaines d'euros, et combien il faudrait vous payer pour que personne n'ait plus accès à TikTok. Et là, le prix devient négatif. Ça veut dire que simplement par des prix, il y a des choses que socialement on ne peut pas faire. Et l'individu est tiraillé entre des injonctions individuelles et collectives. C'est pas un problème d'information, c'est un problème de décision. Le prix tue la démocratie parce que la démocratie, c'est aussi la politique. Le rôle de la politique, c'est justement de répondre à Mandeville et à Smith. Non, la main invisible ne marche pas parce qu'il y a des décisions qu'on ne peut pas prendre en tant qu'individu et qu'on souhaite prendre collectivement. C'est ça la première critique qu'il faut adresser au système capitaliste, je pense. Peut-être un point qui est un des points sur lesquels j'insiste beaucoup dans le livre, qui est très, très important, c'est cette idée que, effectivement, Gaulier dit pourquoi nous prenons tous des risques. Il y en a qui fument, il y en a qui vont faire de l'escalade, il y en a. Bon, pourquoi collectivement on ne pourrait pas prendre aussi des risques? Pourquoi on prend le principe de précaution qui serait le risque zéro? Et il dit après tout, on pourrait avoir ça. Et là, il y a une aporie aussi fondamentale, c'est l'idée que les individus, les individus d'une génération, pourraient décider pour l'ensemble des générations. On voit bien que dans ce calcul-là, il réduit les individus présents à la totalité des individus qui sont concernés par les décisions. Là encore, c'est une aporie logique. Il y a beaucoup d'apories logiques de ce type-là dans le modèle néoclassique et c'est très bien de les rappeler. Jean-François Ponceau, économiste. Alors, c'est pas par corporatisme, mais j'ai trouvé ta présentation excellente. J'ai deux points, deux remarques pour alimenter la discussion. Le premier point, c'est lorsque tu parles de la socialisation de l'investissement, en reprenant Michel Husson, il se trouve qu'en fait, c'était le principal message de John Maynard Keynes il y a 100 ans. On retient beaucoup de choses de Keynes, la théorie générale, etc. Mais en fait, le principal message, c'était ça. Socialisation d'investissement, c'est-à-dire que c'est les pouvoirs publics qui doivent définir un cap à long terme et compléter l'investissement privé par de l'investissement public, mais dans une logique vraiment de long terme. Donc si on applique ça aujourd'hui, c'est clair que la transition écologique rentre complètement dans cette socialisation de l'investissement. Le deuxième point, c'est un point plus critique. Lorsque tu fais référence aux travaux sur les besoins décents, alors là-dessus, j'ai tendance moi à être très prudent parce que lorsqu'on aborde ces questions-là dans les pays émergents, dans les pays en développement, ça suscite quand même des réactions, d'incompréhension, voire hostiles. C'est-à-dire que lorsqu'on explique à nos collègues ou à nos amis dans les pays du Sud qu'ils doivent éventuellement renoncer à l'amélioration de leur niveau de vie, l'accumulation, c'est très difficile à faire comprendre parce qu'en fait, dans ce processus de rattrapage économique, d'augmentation du niveau de vie, ils aspirent à faire un truc qui, pour nous, paraît aberrant, mais qui est de consommer et d'accumuler. Et ça, c'est un truc, on a beau leur dire, ils nous répondent tout le temps, ils nous disent, bah oui, d'accord, mais vous êtes bien sympa, vous avez consommé, vous avez accumulé, vous avez contribué à détruire la planète et maintenant vous nous dites bah non, vous ne ferez pas ça. Et c'est vrai que là il y a quand même une question à se poser, c'est comment effectivement on peut intégrer cette question de la transition écologique et la planification dans les pays du Sud sans considération, on va dire, morale ou moralisatrice. Oui, merci beaucoup. Sur le premier point, effectivement, dans le livre aussi, on reprend Keynes. Là, j'ai choisi Husson. C'était aussi une manière de lui rendre hommage. On lui a dédié ce livre. Donc voilà. Mais sur le deuxième point, on a beaucoup discuté, beaucoup calibré notre rapport à la décroissance dans le livre. Il y a vraiment un espèce de travail un peu fin qui est fait, c'est-à-dire qu'on n'utilise jamais le terme de décroissance sans décroissance physique, pour bien renvoyer à quel est l'objectif. Et surtout, on parle de post-croissance. Notre idée, c'est l'idée que rendre obsolète finalement le pilotage par le PIB. C'est-à-dire que il faut avoir ce pilotage premier par le cadre écologique dans lequel on peut déployer ensuite un calcul économique, mais qui ne renvoie plus à une logique nécessairement de type PIB. Pour ce qui est des pays du Sud, là encore, c'est vraiment extrêmement important. Je pense, donc là, on déplace un petit peu, mais je suis tout à fait convaincu que le premier mouvement, il est à faire par les pays du Nord. Pourquoi ? Parce que politiquement, c'est absolument impossible d'aller expliquer aux pays du Sud que nous, on a profité de la croissance, comme tu l'as expliqué, et qu'eux, ils vont devoir rester dans une économie sobre. La réalité, pourtant, c'est qu'ils ne vont pas pouvoir nous imiter. Donc, l'enjeu, c'est de changer rapidement ici pour créer quelque chose de désirable qui leur permette de trouver, et parallèlement d'inventer, dans tous les cas, d'accélérer le mouvement vers autre chose. Un des obstacles aujourd'hui à des économies moins polluantes dans les pays du Sud, c'est le fait que toute une série de technologies plus propres sont protégées et ils n'y ont pas accès. Donc la fermeture de la connaissance est une des raisons pour lesquelles perdurent des technologies plus polluantes. On va ouvrir davantage
les droits de propriété intellectuelle seraient un des éléments qui permettrait d'avoir des économies plus vertes. Mais il y a beaucoup d'autres éléments. Revenir aussi sur la mondialisation. La mondialisation est polluante non seulement à cause des coûts de transport, mais une des raisons encore plus importantes, c'est que lorsqu'on délocalise une unité de production du nord vers le sud, on va dans un pays où le système énergétique est plus polluant. Donc la production qui aura lieu là-bas sera mécaniquement plus polluante. Donc il y a toute une série de choses de ce type-là qui aussi doivent être discutées. C'est aussi pour la raison pour laquelle j'ai mis au départ ce graphique sur l'échange écologique inégal. Je pense que toute discussion à l'échelle internationale sur les questions écologiques doit commencer par ça. Les responsabilités historiques, mais la réalité actuelle du prélèvement des ressources par les pays du Nord, des ressources des pays du Sud et d'exportation des pollutions. Merci beaucoup. Ma question, c'était est-ce que vous avez réfléchi justement à des déclinaisons dans des cas particuliers en fonction de l'héritage historique, des dispositifs institutionnels particuliers de chaque pays. Est-ce que vous avez réfléchi et où est-ce que vous comptez le faire, ou qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus sur justement l'inscription spécifique dans des pays de ces idées générales et de ce renouvellement des imaginaires sur la décroissance? Alors non, on l'a pas fait dans le livre. Le livre est un livre qui a justement essayé de dégager des principes avec l'idée, on voulait pas faire un livre qui soit trop aussi franco-français, avec l'idée qu'il puisse se lire ailleurs, être lu ailleurs. On a essayé de rester à un niveau de généralité, c'est pour ça que ça s'appelle les principes. Ensuite, ce qu'on a fait, qui peut-être répond quand même un peu au souci celui que vous venez d'exprimer, c'est cette méthode qui est de ne pas créer un modèle abstrait, de s'appuyer toujours sur des exemples historiques, de prendre des exemples de dispositifs qui existent, de travaux qui sont en cours, mais pas de pas être sur un... Parce qu'il y a beaucoup de petits modèles qui existent sur quelle société planifiée pourrait exister. Par exemple, il y a un modèle qui est le modèle de Cockshott et Cottrell. Je ne sais pas si vous connaissez, ils ont un algorithme qui s'appelle l'algorithme Harmony. Moi, je suis pas bien capable de juger, mais c'est assez sophistiqué. Bon, voilà, ils essayent d'aller dans des modèles, voilà, assez fins. C'est pas ce qu'on fait nous. Nous, c'est vraiment une approche qui se veut théorique, mais nourrie par l'histoire, mais pas par une trajectoire nationale. L'idée, c'est quand même d'essayer de monter en généralité. C'est pas une voie particulière. Mais enfin, on espère bien que ça va pouvoir quand même être utile. Je voulais savoir, on se dit aussi, on a l'impression, alors évidemment on a une crise écologique, mais on a l'impression aussi que dans nos démocraties, on a une crise des processus délibératifs. Et en France, on voit très bien, alors je sais pas comment vous êtes familier avec les institutions françaises et ce qu'on essaye, mais voilà, on voit, on a eu des super trucs, mais en même temps qui n'ont pas complètement abouti, comme la Convention citoyenne pour le climat. On a des initiatives hyper intéressantes comme la planification écologique, un secrétariat général, mais on a un peu l'impression qu'il suffit qu'il y ait des tracteurs pour que ça interrompe complètement le processus de délibération. Et donc, je voulais savoir quels exemples d'institutions vous pouvez nous donner ou qui pourraient nous inspirer à renforcer notre espoir dans comment on améliore ce processus de délibération collective. Bon, là, je suis clairement plus loin de mon champ de compétences, quoi. Il y a des politiques qui travaillent beaucoup sur ces questions-là. Alors, on en discute quand même pas mal dans le livre sur les différentes formes d'approfondissement possibles de la démocratie. Il y a cette idée de démocratie augmentée, et avec autour quand même une contradiction. Une contradiction qui est que la planification, on veut plus de démocratie dedans, mais en même temps, il y a un effet contrainte. La démocratie, c'est on peut décider. Et lorsqu'on planifie, si on a décidé des choses pour un horizon de 5 à 10 ans, eh bien, on se lie les mains. Il faut que collectivement, on ait un engagement qui nous tienne. On ne peut pas changer d'avis tous les 4 mois. C'est au-delà des rythmes électoraux habituels. Donc, il faut des institutions plus riches du point de vue démocratique. C'est pour ça que je parlais de légitimité en béton. Bon. Alors, autant le dire, franchement, c'est pas quelque chose qui semble pouvoir se passer à froid sans un espèce de sursaut démocratique et écologique sur cette crise-là. On est clairement dans un moment réactionnaire, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ce moment réactionnaire, il va pas toujours durer, et la crise écologique, elle, par contre, elle est en train de s'intensifier. Donc, les choses peuvent aller très vite. Un des paris de ce livre, c'est que ce livre, il peut être utile parce qu'il n'y a pas de linéarité dans les évolutions politiques et que des disruptions politiques peuvent arriver assez vite et nourrir des horizons, c'est quelque chose qui peut les aider. Alors, je voudrais juste peut-être développer un tout petit peu sur les réponses qu'on propose dans le livre là-dessus. En termes institutionnels, on propose 3 choses. Une des choses qu'on propose, c'est d'abord des constitutions vertes. On discute de la question des constitutions vertes et l'importance d'avoir des normes écologiques qui puissent servir de référence et de cadrer justement le processus de planification. L'idée qu'on s'engage dans une constitution, c'est sur le temps long. Il y a des choses qui sont faites dans un certain nombre de pays en Équateur, par exemple, où ces normes-là ont été intégrées. Donc là, il faut travailler dans cette direction-là. C'est un des premiers éléments. La deuxième chose sur laquelle on met l'accent, c'est l'idée de commission de post-croissance. Les commissions de post-croissance, c'est l'idée, en fait, d'avoir une démocratie qui soit délibérative à l'échelle des gens qui sont directement impliqués.
Vous évoquez la Convention citoyenne tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose qui donne espoir. Les décisions n'ont pas été appliquées, mais le processus décisionnel a abouti à quelque chose d'extrêmement différent de ce à quoi donne la démocratie représentative médiée par BFM TV et CNews. Je veux dire, il n'y a pas de mystère. Donc, l'espoir dans la démocratie, c'est pas l'idée que la situation actuelle permet immédiatement de passer à ça, mais c'est que si on a des institutions démocratiques adéquates, le contenu de la délibération aboutira à des résultats qui seront de bien meilleure qualité pour faire face à la crise écologique. Puis la troisième dimension, c'est l'idée de ce cycle de planification avec un moment de centralisation-décentralisation, à la fois dans l'élaboration et dans l'expérimentation. J'évoquais l'idée d'éviter les monocultures techniques, d'aller à chaque fois au plus proche des territoires que c'est possible. On développe beaucoup l'idée de fédéralisme comme institution politique adossée à ce processus de planification dans le livre. Je voudrais approfondir justement cette question sur la légitimité en béton et sur finalement dans une période réactionnaire la nécessité d'une auto-institution de commission de planification pour continuer à travailler même dans un contexte défavorable, qui pourrait s'auto-instituer et disposer de cette légitimité en béton. C'est-à-dire comment on pourrait faire émerger tout de suite de manière parallèle, si ce serait ça l'idée? C'est ça, c'est dans une certaine mesure, comme on voit que la gouvernementalité est de moins en moins démocratique dans les constitutions actuelles, éventuellement même les constitutions sont bafouées sur un certain nombre de choses, etc. Du coup, la sensation que ça donne, c'est qu'il faudrait une auto-institution de cette planification, et la question se pose de qu'est-ce qui lui donnerait de la légitimité et à quelle échelle elle pourrait se constituer et avec qui. Parce que sinon ça va se faire sur des modes très parcellaires. Bon, j'imagine qu'à un moment donné, il va y avoir des gens qui vont se rendre compte que laisser mourir des villes comme Paris ou d'autres par inaction climatique, c'est quand même absurde. Mais pour le moment, il n'y a rien qui est fait, alors qu'on sait que c'est des puits de chaleur à cause des toits en zinc, par exemple. On se dit, mais c'est complètement délirant qu'il n'y ait pas d'investissement prévu pour changer les toits. Après tout, si ça devient une ville rose, tant mieux, si ça reste une ville. Mais donc, du coup, pour moi, il y a comme ça des prises de conscience ponctuelles, mais si elles sont pas reliées d'une manière systémique, on va pas pouvoir prendre des décisions pertinentes, et du coup, il y a quelque chose aussi de planification politique à avoir sur l'auto-institution de la planification écologique. Je suis très d'accord. Ensuite, clairement, le scénario dans lequel on se pose, c'est le scénario dans lequel il y a une majorité politique qui permet d'impulser ce processus-là. Qu'elle soit issue d'un processus révolutionnaire, d'un mouvement social important, d'élections dans un contexte de radicalisation, de changement, de crise dans les élites. Clairement, il y a une question de rapport de force. À froid, c'est pas quelque chose qui peut... Vous comprenez bien que cette idée de socialisation de l'investissement, qui, comme l'a rappelé Jean-François Ponceau tout à l'heure, est pas quelque chose qui, dans l'histoire, est aberrant. Dans le contexte actuel, où les libertés acquises par le capital sont absolument considérables, c'est pas quelque chose qui peut se faire à froid. Voilà. Bon. Mais comme je répondais à Madame tout à l'heure, je pense que l'intensité de la crise écologique, et y compris la prise de conscience dans une partie des élites, pas des élites financières, certainement pas, qui ont beaucoup à perdre là-dedans, mais une partie de la technocratie, du caractère très vital de cette crise-là, peut précipiter des changements de façon assez rapide. Donc je pense essayer d'articuler une proposition un peu cohérente sur le type de stratégie qui pourrait être développée est susceptible d'avoir un écho assez large. Il y a 2 points qui ont retenu mon attention. D'abord, la nécessité de planification, et puis le lien que vous avez fait avec l'espoir qu'on peut mettre dans les systèmes d'information. Ça fait penser évidemment au projet de cybernétique, l'idée que grâce aux moyens numériques, on va pouvoir planifier. Ça me paraît pas en opposition, mais au moins en tension avec le problème des choix collectifs dont vous parliez et des décisions politiques. Ce qui est spécifique de la question écologique, c'est que ce sont des problèmes politiques qui du coup se posent au niveau de la planète et non plus au niveau, ici ont été soulevées plusieurs fois des problématiques internes à un pays, mais ça se pose à l'échelle planétaire. Et ça réactive la problématique de répartition des richesses différentes. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas dangereux de mettre trop d'espoir dans les big data et dans les possibilités de traitement d'énormes données? Mais il me semble que globalement, ce que l'économie et les systèmes d'information manquent toujours à percevoir, c'est les dynamiques sociales qui vont se mettre en œuvre et à quel moment elles vont devenir explosives. Alors quelqu'un a fait allusion aux gilets jaunes tout à l'heure, il y a les problématiques révolutionnaires qui se développent quelque part sur la planète, et ce sont systématiquement des questions qui échappent à la fois au raisonnement et au calcul statistique et probablement au big data. Non, mais je suis vraiment entièrement d'accord avec vous. C'est-à-dire, ce que j'ai essayé de dire, c'est que
les algorithmes, les capacités de calcul, les systèmes d'information doivent être mobilisés pour nous permettre d'accéder à un certain nombre de connaissances sans lesquelles on ne les aurait pas. Les émissions de gaz à effet de serre, l'évolution de la biodiversité à l'échelle planétaire, tout ça, c'est des systèmes qui nécessitent de calculs compliqués. Et c'est aussi des choses qui nous permettent de définir des fonctions de production, de faire des calculs d'optimisation. Donc, enfin, ces choses-là sont utiles. Voilà, ces choses-là sont utiles. Ce que j'essaie de dire clairement, c'est que ces choses-là doivent être insérées dans une matrice démocratique, d'une part, comme préalable, et d'autre part, doivent être aussi limitées, parce qu'on ne veut pas être réifié, on ne veut pas être des machines nous-mêmes. Donc cette dimension algorithmique de la coordination, elle doit s'arrêter à un certain point. Et elle doit s'arrêter à un certain point. Alors, on peut décider de différentes manières. Ça peut être des espaces, c'est une des choses que j'abordais dans la discussion autour de technofeudalisme. On peut définir des espaces de vie qui soient des espaces non numériques, par exemple. Bon, voilà. J'ai évoqué tout à l'heure la question du contingentement, et quelque chose qu'on peut évoquer. Bon, il y a toute une série de choses qu'on peut faire. En tous les cas, vous avez raison de pointer cette tension. Il n'y a pas de... Le social ne se résout pas par les algorithmes. Les big data ne permettent pas de comprendre le social. Par contre, les big data font partie du social. C'est un élément de ce jeu-là. Et c'est aussi un élément technique qui est important pour résoudre la crise écologique. Pour le coup, on retombe sur la question révolution avant ou après. C'est-à-dire que ce qui est évoqué, me semble-t-il, ça me fait penser à... Il y a eu un moment, un manifeste accélérationniste qui était contre l'idée d'une trop grande frugalité, d'un trop grand retour en arrière, et que s'il y avait une révolution, il fallait pas qu'elle s'empêche de hacker la plateforme technico-scientifique en faveur de la révolution. Alors évidemment, s'il n'y a pas de révolution, cette plateforme, elle reste pour la croissance, elle pollue, etc. Voilà. Donc le problème, c'est qu'on est vraiment confronté à y a-t-il une possibilité dans le contexte actuel de révolution locale, quelle que soit la localité, ou plus largement globale. Et ça, honnêtement, du côté des gens qui travaillent sur les phénomènes révolutionnaires, on est vraiment dans une séquence contre-révolutionnaire intense. Et donc, de ce point de vue-là, à la fois, c'est extrêmement enthousiasmant du côté d'une théorie économique alternative, mais du côté politique, on est quand même dans une situation très très difficile, quoi. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé de comment le capitalisme ne sait pas comment démanteler. Ça veut dire quoi? Il faut démanteler quoi? Parce que il me semble que l'État, par exemple, fait partie du capitalisme. Savez-vous si ce type de réflexion est en cours? On a une réflexion post-étatique qui pourrait éventuellement réduire la taille du pays pour favoriser une meilleure démocratie où les gens sont plus impliqués. Alors, en fait, il y a deux questions dans votre question. La première, c'est sur entreprise privée et coordination étatique. L'État fait partie du capitalisme en tant que système, mais l'État n'est pas un acteur capitaliste au sens des entreprises privées en concurrence, et donc n'est pas soumis aux mêmes exigences de profitabilité. Donc c'est simplement ce que je voulais dire sur cette question du démantèlement. Mais ça me donne l'occasion de creuser un petit point, c'est que je bataille aussi sur ce point-là contre un certain nombre d'ONG qui ont fait des campagnes très importantes en faveur du désinvestissement. Et en gros, ils ont fait des campagnes pour dire qu'il fallait que les fonds de pension, que les fonds des villes, ou que les sociétés d'assurance, ou que les charities désinvestissent les fonds qu'elles ont en leur possession des entreprises qui possèdent des actifs fossiles. Et le résultat de ça, ça a été quoi? Ça a été qu'en fait, ces actifs ont été vendus, dans un certain nombre de cas. Par exemple, en Europe, un grand nombre de centrales à charbon ont été vendues, ont été rachetées par des gens qui ne sont pas soumis à ces pressions des activistes. Et par exemple, Daniel Kretinsky, qui est aujourd'hui un des principaux actionnaires du monde, qui par ailleurs possède aussi Editis, la maison mère de la découverte, a fait sa fortune en rachetant à bas prix ces actifs carbone. Donc ils ont été désinvestis, et c'est un succès du point de vue de la campagne des ONG, mais en fait sur le terrain ça change absolument rien. Démantèlement, ça permet d'être plus dans le concret, on ferme les trucs, on enlève les choses qui sont polluantes et tout. Sur votre question de la démocratie, j'ai pas de réponse très sophistiquée. L'argument qu'on avance dans le livre, c'est qu'effectivement, c'est essentiel d'être le plus proche possible. C'est essentiel d'être le plus proche possible, c'est pour ça qu'on avance un modèle fédéraliste, dont le principe, effectivement, d'essayer d'aller coller aux dynamiques locales pour résoudre les problèmes locaux, parce que, comme vous l'avez indiqué, les gens s'impliquent davantage lorsque c'est plus proche. Il y a néanmoins un moment de centralisation qui est nécessaire. Pour les grands systèmes techniques, et même, on pourrait dire, jusqu'à l'échelle planétaire, c'est évoqué par quelqu'un, de manière utopique, avoir des éléments de régulation au niveau planétaire, comme on en a quelques-uns
le travail du GIEC, par exemple, des choses comme ça, sont des éléments de centralisation qui ont un rôle à jouer pour la gouvernance du système Terre. Donc notre réponse, plutôt que de dire il faut créer partout des mini-États, c'est plutôt la réponse fédéraliste. Alors je vais quand même pas m'arrêter tout à fait là parce que vous comprendrez que vu qu'il n'y a pas de fédération mondiale et que c'est pas du tout d'actualité, peut-être même que c'est pas souhaitable, et que on parle de la planification écologique comme solution à un problème qui se pose de manière globale. Après tout, les solutions de marché aujourd'hui, elles ont un horizon global. Comment on fait pour articuler ça? Eh bien, implicitement, ce qu'on défend, c'est l'idée d'une logique d'imitation. Pour nous, la question écologique est vraiment une question qui est une question politique centrale et qui ne va pas cesser de l'être. Et d'ailleurs, si on prend le cas de la Chine, leur spécialisation productive, leurs investissements sont sur le pari que pour être compétitifs au XXIe siècle, il faudra être les meilleurs sur les technologies propres. Et ils sont en train de gagner des parts de marché là-dessus de manière tout à fait spectaculaire. Eh bien, du point de vue politique, il y a un peu la même chose. Les institutions qui seront les institutions à même de prendre en compte et de gérer la crise écologique vont avoir un pouvoir d'imitation qui va être fort. Et un peu comme la Révolution française a permis de diffuser un certain nombre de normes politiques, de la même manière, des expérimentations avancées de planification écologique auront de grandes chances d'être imitées. Alors évidemment, ça ne va pas être linéaire, mais il y a un effet d'imitation, un effet de diffusion qui pourrait avoir lieu. Juste une remarque aussi sur les effets d'imitation, justement. Tout à l'heure, vous avez dit que ce serait plutôt bien d'essayer de se dire que les pays du Nord doivent donner envie aux pays du Sud. Je mettrai juste un point de vigilance là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on évite des dérives qu'on a déjà eues avant de penser pour le bien des autres, même si elles sont louables au niveau global, et qu'il vaut mieux que dès maintenant, pour que ce soit accepté et acceptable, qu'on pense avec ces pays dits du Sud, qui sont d'ailleurs avec une grande diversité, mais dont on peut aussi s'inspirer. Certains font déjà des choix, mais des choix non pas forcément décroissants, mais qui ont accès à les technologies et qui ne les prennent pas. D'autres n'ayant pas accès, effectivement, tendent vers ça. Mais dans pas mal de pays, il y a quand même aussi beaucoup de gens dans les sociétés qui sont déjà dans ces démarches-là. Et même pour ceux qui ne le seraient pas, si on est encore dans une dynamique quasi un peu coloniale de se dire que nous, on sait, et que du coup on tend vers quelque chose qui est bon, on sait pour leur bien. Et je pense que c'est risqué. Si on veut que ça marche de manière globale, vaut mieux qu'on pense avec que pour. Non, vous avez raison, la formule était maladroite et inadéquate. Et d'ailleurs, c'est une des choses qu'on essaye de faire dans le livre, de décentrer un peu. J'ai parlé sur les constitutions, ça appuie beaucoup sur ce qui s'est passé en Amérique latine. Sur les exemples de planification, on a regardé aussi beaucoup ce qui se passait en Chine. On a regardé aussi ce qui s'était passé historiquement dans le cas de la Corée. Donc on a essayé de circuler et de sortir d'une discussion qui soit trop eurocentrée ou américano-eurocentrée. Il y a de la circulation, il y a de l'inspiration, il y a de l'hybridation, et il y a, comme vous l'avez dit à juste titre, beaucoup de choses qui avancent aussi dans les sociétés du Sud. Ensuite, il y a un point particulier qui est la question du développement. L'idée que se poser la question de la décroissance physique est un impératif non discutable, j'ai envie de dire, dans les pays du Nord. C'est pas le cas dans les pays du Sud. Donc là, il y a des effets de décalage. Oui, c'est pour rebondir sur ce débat là qui est très intéressant. Je voudrais faire part d'une expérience dans un pays du Sud qui s'appelle l'Équateur, qui avait essayé il y a une dizaine d'années de lancer une initiative qui s'appelait Yasuni. Il y avait une logique de mettre en place un nouveau modèle de développement en Équateur avec une planification, dont écologique. Et ça a complètement échoué pour des raisons internes au pays, mais également aussi et surtout à cause de la communauté internationale. Parce que le projet Yasuni, c'était une idée qui était relativement simple, c'était de dire, nous en Équateur, on a énormément de pétrole en Amazonie, mais on sait que lorsqu'on l'exploite, c'est une catastrophe écologique et puis même humaine, parce qu'il y a des populations qui vivent là, etc. Donc on est prêt à renoncer à exploiter ce pétrole, mais provisoirement, on demande à la communauté internationale une compensation financière. Alors ça a été refusé par la communauté internationale, mais j'ai discuté de ça avec des gens du ministère de l'écologie à Paris et des gens du GIEC, leur demandant ce qu'ils pensaient de cette solution-là. Et c'est exactement ce qu'a décrit Cédric tout à l'heure. C'est-à-dire c'est une vision qui est prisonnière encore d'une vision économique un peu, très mainstream, quoi. C'est-à-dire, il me disait, ouais, mais tu sais, si on fait ça, c'est une solution qui s'appuie pas sur des mécanismes de marché. On est dans une gouvernance climatique qui privilégie plutôt des systèmes de prix ou des mécanismes de marché. Et ça, c'est une solution qui est purement politique. Donc, ça peut pas fonctionner. Et je leur disais, c'est exactement ce que vous disiez. C'est-à-dire que là, on est dans une vision où on considère qu'on ne peut pas s'appuyer sur les pays du Sud pour proposer des solutions nouvelles. Et que donc, ces solutions, elles vont venir du Nord et elles vont venir avec des mécanismes qui correspondent à l'économie standard. Voilà. Et c'est vrai que si on reste là-dedans, je crois qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Est-ce que vous avez, dans vos travaux, vous avez articulé les conflits géopolitiques directement par rapport à... Non, pas les conflits géopolitiques, mais j'ai un article on a fait l'année dernière avec des co-auteurs sur les questions d'échange écologique inégal et du lien entre l'organisation des chaînes globales de valeur
et l'échange écologique inégal. Donc on a un peu travaillé sur cette dimension mondialisation et asymétrie des flux de matière, quoi. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Eh ben merci à toi.